Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour. à toutes et à tous. Bonjour Ornella, bonjour Bastien. Je Bonjour suis Audrey. ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On va juste attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Est-ce que déjà tout le monde nous entend bien et nous voit? Ok, je vois des pouces arriver, donc ça m'a l'air bon. Il y a pas mal de gens qui commencent à se connecter. Donc pour vous présenter un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, l'idée c'est que c'est vraiment une table ronde. Donc moi je vais poser plein de questions à Ornella et à Bastien sur Axonote. Si on voit des questions passer dans le chat, on essaiera d'y répondre tout au long du webinaire. Mais comme ça va être assez serré, on va surtout répondre aux questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et on se fera un plaisir d'y répondre. Je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir démarrer. Eh bien, Ornella, Bastien, je vous invite à vous présenter si vous voulez bien. Oui, avec plaisir. Merci Audrey pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vais commencer. Oui, je t'en prie. Du coup, moi, c'est Ornella d'Axonote. Je suis chez Axonote responsable partenariat. On est une équipe de 5 personnes qui sommes responsables partenariat. Donc, nous, on accompagne les cabinets d'experts comptables dans la digitalisation des process et notamment donc avec Axonote en proposant à leurs clients un outil très complet, conforme aussi, facturation électronique. Chez Axonote. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de parler vraiment d'Axonote, mais plutôt de nos process de travail. On est ravis d'en parler. Et on n'a pas non plus l'habitude d'en parler. J'aime le préciser parce que du coup, c'est vraiment un échange très naturel. En général, on fait pas des webinaires sur ça. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'être là aujourd'hui avec Audrey. C'est l'occasion de parler de tout ça très librement en mode témoignage. Et je laisse Bastien se présenter. Donc, enchanté, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Bastien. Donc comme on est là, ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je suis chez Axonote. Donc je fais également partie de l'équipe partenariat. Donc plus précisément, j'accompagne les cabinets d'expertise comptable à l'utilisation d'Axonote et à l'utilisation au déploiement d'Axonote chez leurs clients. Et donc comme Ornella, je suis très content de participer à ce webinaire, de pouvoir montrer entre guillemets un peu les coulisses d'Axonote, notamment au niveau de la gestion interne. Comme disait Ornella, on n'a vraiment pas l'habitude de faire des webinaires sur cette partie-là. Pourtant, c'est vraiment un sujet chez nous et qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc, je suis très content de pouvoir témoigner aussi sur ce fonctionnement-là. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Audrey Brulon, cofondatrice de Lamaconta. Donc, Lamaconta, c'est la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable et à leurs candidats. En gros, si vous êtes un cabinet, on vous aide à vous mettre en valeur auprès de vos candidats à travers des pages employeurs, des offres d'emploi, des photos, des vidéos. Et si vous êtes un candidat en cabinet d'expertise comptable, le but, c'est que vous trouviez sur Lamaconta le cabinet qui vous convient. Et d'ailleurs, on en a quelques-uns qui applique en tout cas les principes de l'entreprise libérée. Donc c'est génial de voir que en cabinet, c'est une pratique qu'on retrouve. Ça a l'air de t'étonner, Ornella? Oui, c'est vrai que ça m'étonne, mais dans le bon sens. Je suis contente de l'entendre parce que c'est vrai que souvent, on a des échanges avec des cabinets. C'est souvent des échanges un peu plus informels lors des événements, des soirées, etc. La problématique qui ressort très souvent, et c'est pour ça qu'on est très souvent aussi amené à citer Lamaconta, c'est que ils ont du mal à embaucher, ils ont du mal à trouver des profils. Il y a pas mal de turnover aussi, et c'est vrai que très vite, on parle en fait de comment ça se passe chez vous dans le cabinet en interne, etc. Et moi, enfin en 2 ans, en parlant avec des cabinets, ça m'est pas encore arrivé de voir les pratiques appliquées dans les cabinets. Pas comme chez nous en tout cas, mais c'est clair qu'il y a un changement qui est en route et ça fait vraiment très plaisir à voir parce que c'est comme ça aussi qu'on attire les talents. Bon, je vais rien apprendre à Audrey sur cette partie-là. Exactement. Du coup, on peut se lancer, je pense, sur la table ronde. Moi, j'avais envie que vous commenciez déjà. Alors, vous avez présenté Axonote, mais est-ce que vous pouvez présenter rapidement un peu l'histoire d'Axonote et ce qui a conduit en fait à adopter les principes de l'entreprise libérée? Oui, avec plaisir. Alors, qui Si vous voulez, je m'en occupe. Donc, Axonote, la société a été fondée en 2015 et donc on commercialise Axonote depuis 2017.
à l'origine, les deux fondateurs avaient monté une entreprise dans la partie collecte de médicaments et ils se sont retrouvés finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, confrontés à ne pas avoir d'outils. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de constituer leur propre outil et donc justement de développer Axonote et donc un outil qui justement les aidait au quotidien pour faire des factures, des dépenses, leur faisait gagner du temps. Ils étaient dans un incubateur, donc ça s'est un peu propagé à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'ils ont décidé donc de commercialiser Axonote. Et en termes d'entreprises libérées, ils avaient donc des expériences dans des très grandes entreprises avec des fonctionnements plus traditionnels, avec un peu plus plus pyramidal entre guillemets, et donc ils ont décidé ils trouvaient pas forcément ce système pertinent entre guillemets et pas forcément motivant. C'est pour ça qu'ils ont voulu vraiment mettre en place un fonctionnement donc d'entreprise libérée où tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde et sur la même ligne et on avance ensemble en groupe. C'est pour ça qu'ils ont décidé de passer sur ce système plutôt que garder un système plus avec des managers ou plus hiérarchisé. Hiérarchie, ouais. Voilà. C'est vrai que ce qui ressort très souvent quand on parle des Nicolas, de pourquoi ils ont fait ça, c'est que dans leurs anciens jobs, comme tu le disais, il manquait de sens. En fait, ils trouvaient pas de sens à ce qu'ils faisaient. Et c'est, je pense, la cause principale qui les a poussés à, quand ils ont créé leur boîte, à surtout pas refaire ce qu'ils ont connu, en fait, tout simplement. Donc, ils ont tout mis à plat et comme tu dis, ils ont mis en place plutôt quelque chose de très horizontal. Et on en parlera un peu plus en détail. J'adore quand tu dis les Nicolas. En fait, on précise, c'est que les deux fondateurs s'appellent Nicolas. Du coup, on les appellera par les Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous redire très rapidement, c'est quoi les principes de l'entreprise libérée? Oui. Alors du coup, donc chez nous, les principes de l'entreprise libérée, parce que je pense que c'est pas, c'est pas un concept hyper rigide. Je pense que ça peut être vraiment adapté aux structures. Donc chez nous, comment ça se matérialise, comment ça se présente, c'est que y a pas de hiérarchie, on n'a pas de manager. On n'a pas une fiche de poste très définie avec des tâches en fait à accomplir tous les jours, des missions très très précises. Donc il y a le côté sans management, sans manager. Il y a le côté liberté dans le poste, dans les missions qu'on mène. Et il y a aussi la confiance, la transparence dans l'information qui circule chez Axonote. Typiquement, les Nicolas, donc les fondateurs, quand ils sortent d'un rendez-vous avec des investisseurs ou avec la banque ou des choses qui pourraient être considérées comme confidentielles ou comme comment ils s'appellent ça, comme des informations de codir dans d'autres boîtes. Oui. Chez nous, c'est pas du tout confidentiel. Et en fait, en sortant, en se croisant au café, on peut tout simplement demander, tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Et c'est pas du tout tabou. On peut parler de tout. Donc il y a tout ça pour dire qu'il y a aussi cette partie transparence. Ok, trop chouette. Je vois que Quentin nous demande, vous êtes combien chez Axonote? Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Aujourd'hui, on est 22 salariés chez Axonote. On est basé à Toulouse. On l'a pas précisé non plus, dans le sud de la France. Et quand on est arrivé avec Bastien, parce qu'on est arrivé à peu près en même temps, donc il y a presque 4 ans et demi, on était moins de 10 salariés et on a évolué aussi avec l'évolution d'Axonote. C'est ça. Donc voilà. Donc là, ce que vous allez nous partager, ça s'applique à votre taille de boîte. Ça peut être utilisé à d'autres tailles, mais du coup, nous on parle vraiment sur cette taille de boîte là. Justement, comment ça se passe les recrutements chez vous? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, au niveau des recrutements, comment ça se passe chez nous? En fait, il y a deux entretiens. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'entretien se fait avec vraiment les personnes de l'équipe avec qui le candidat va travailler finalement au quotidien. Et ensuite, il y a un second entretien là, plus avec les fondateurs. Donc, ce qui est important pour nous, c'est, alors en effet, au-delà des compétences de la personne, c'est aussi entre guillemets le mindset qu'on peut avoir la personne. C'est vraiment un ressenti pendant l'entretien où on lui explique comment fonctionne finalement Axonote et s'il est dans cette même dynamique finalement. Voilà comment se passe le recrutement. Donc il y a une première étape avec vraiment l'équipe, car c'est finalement cette personne. On a
trouvais ça très important d'impliquer les personnes qui, enfin les Nicolas ont trouvé très important d'impliquer les personnes de l'équipe dans le recrutement, parce que c'est vrai que c'est une personne avec qui on va travailler au quotidien, donc c'est important qu'il y ait aussi ce ressenti à ce niveau-là, pas quelqu'un qu'on intègre un peu entre guillemets de force dans une équipe, et quand même aussi un côté avec les fondateurs, car c'est vraiment eux qui ont la vision aussi globale, et c'est important qu'il y ait aussi ce ressenti avec les fondateurs. Ok, et alors justement, comment on rentre dans cette dynamique quand on a connu d'autres modèles? Comment on fait pour pas les reproduire et s'intégrer en fin de compte? Alors, on accompagne justement beaucoup les personnes à s'intégrer, c'est-à-dire que quand la personne arrive le premier jour sur Axonote, elle a un suivi ou elle a un entretien qui lui permet de savoir un peu comment tout se passe sur Axonote, et surtout on désigne, enfin c'est plus au volontariat aussi, oui, un parrain, un référent qui accompagne justement la personne qui arrive pour lui expliquer comment ça se passe chez Axonote. Ensuite, on va avoir aussi un welcome pack. Un welcome pack, ouais. un welcome pack qui lui permet de savoir voilà, tout le fonctionnement, à qui s'adresser pour telle ou telle partie. Donc vraiment l'accompagner au quotidien, au changement. Et ce qu'on aussi, alors plus sur la base du volontariat, mais ce qu'on propose aussi, c'est de faire un entretien très rapide avec toutes les personnes de l'équipe, ouais, pour justement, alors c'est pas imposé, hein, c'est vraiment pour justement apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce que la personne fait finalement chez Axonote, ouais, parce que c'est vrai que c'est très important. Souvent dans d'autres entreprises, ça peut être, on ne sait pas forcément ce que cette personne fait ou pas. Donc c'est vraiment un échange pas formel, okay, du tout. C'est vraiment informel. Ça marche. Et alors, bon, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver encore dans des entreprises un peu plus classiques. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment vous faites sans manager? Parce que de ce que j'ai compris, donc il y a les Nicolas qui sont les fondateurs, il y a l'équipe, mais il y a pas de manager. Les intitulés de poste, c'est un peu chacun qui choisit son intitulé de poste. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ça? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître étonnant. Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant. C'est vrai que quand je le raconte à mon entourage, quand on a des soirées, tu sais, et qu'on demande, tiens, tu fais quoi dans la vie? Et en fait, je peux changer selon la soirée. Non, plus sérieusement, en fait, on laisse la liberté à chacun de créer son propre poste. Donc, en fait, le nom de poste vient aussi avec la mission qu'on gère à ce moment-là. Donc, par exemple, nous, on fait partie de la team partenariat, donc de l'équipe qui accompagne les experts comptables, et on est tous responsables partenariat. Il n'y a pas un responsable qui est au-dessus et un chargé de partenariat, ou voilà. Donc on est vraiment complètement libre là-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question, Audrey, ou si c'est trop vague. Alors ça répond. Comment ça se passe si tout le monde veut faire la même mission? Comment vous vous répartissez du coup ces missions-là? Parce que tout le monde ne peut pas avoir le même job. Non, clairement, c'est vrai. Du coup, c'est là où les compétences entrent en compte aussi. C'est dans le recrutement, évidemment, on recrute une personne en fonction des compétences qu'on cherche à cet instant-là. Donc, en fait, le regroupement par équipe ou par mission ou par projet va se faire aussi en fonction des compétences et de l'objectif de cette mission commune. Mais on peut très bien, nous on fait partie de la team partenariat, donc on a été recruté. Alors c'est un peu différent parce qu'au début on n'a pas du tout été recruté, oui, pour ça. C'est justement l'évolution qui fait qu'en fait on se retrouve à faire des missions qui nous intéressent, qui nous tiennent à cœur et pour lesquelles on a les compétences aussi. Mais on peut très bien, par exemple, là j'ai en tête, c'est les 10 ans d'Axonote bientôt, et du coup, comment? Joyeux anniversaire. Oui, merci. On a 10 ans. En fait, j'ai proposé à l'équipe communication de participer à ce projet, de réfléchir ensemble comment on peut fêter ça. Est-ce qu'on invite les 10 premiers clients? Est-ce qu'on le fait en interne, en externe, etc. Donc, c'est pas du tout mon job de faire ça et pas trop mes compétences. Mais en fait, ça m'intéresse et ça me tient à cœur. Du coup, je me suis proposé de faire ça aussi. Mais responsable partenariat n'a rien à voir avec cette mission-là, typiquement. Donc, c'est vraiment juste un titre, entre guillemets, qui finalement ne définit pas le poste, oui, précisément ensuite. Voilà, ne cloisonne pas la personne en tout cas.
Oui. Et justement, Ornella, est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es venue à être au niveau des partenariats? Parce que je crois que c'est assez intéressant, justement. Oui, c'est vrai que c'est un parcours assez intéressant et c'est parti pour le storytelling parce que j'adore raconter cette histoire parce que en fait je la raconte à tout le monde. Mais effectivement, quand je suis arrivée chez Axonote il y a 4 ans et demi à peu près, au tout début, donc le besoin d'Axonote c'était un besoin de support. Donc on a des utilisateurs. Aujourd'hui, on a 70 000 utilisateurs sur Axonote. À l'époque, on en avait un peu moins, qui ont des questions sur l'outil, qui ont besoin d'être accompagnés. Directement. Donc, on avait à l'époque le support téléphonique, on avait le chat aussi. Et donc, j'étais embauchée pour faire ça. Au bout de 6 mois de support, même si c'était intéressant, au bout de 6 mois, je connaissais l'outil par cœur. Et puis, mon job me paraissait un petit peu redondant et je commençais un peu à tourner en rond. Enfin, je me retrouvais plus trop dans le job. Donc, ce que j'ai fait, j'étais encore formatée ancienne boîte dans lesquelles j'ai été. Donc, donc hiérarchie, donc ok, ça me convient pas, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais et je vais trouver un autre job ailleurs. J'étais pas du tout dans une autre optique que cette solution-là, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir donc les Nicolas, les fondateurs d'Axonote, et je leur ai dit, voilà, je me sens plus très bien dans mon poste, je me reconnais plus, donc je vais déposer ma démission finalement, et par contre, voilà, on peut s'arranger si vous avez besoin encore de moi pendant 1 mois ou 2, le temps de trouver quelqu'un d'autre, évidemment, voilà, je peux rester, mais je pars. Et en fait, là, il y a eu un retournement de situation complètement, et j'étais pas prête, même en leur racontant, tu sais, 4 ans après, puisque moi, je suis entrée dans la salle en disant, voilà, je démissionne, au revoir, on se verra bientôt plus. Et là, en fait, ils se sont dit, d'accord, merci déjà d'avoir partagé ce ressenti avec nous. Est-ce que tu t'imagines dans un autre poste chez Axonote? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Et en fait, j'étais complètement déstabilisée parce que j'imaginais pas que les fondateurs d'une boîte me disent tiens, ok, tu te sens pas bien, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui ferait que tu te sentes bien, au lieu de dire très bien, ça convient pas. Donc c'était vraiment voilà, j'espère que je le raconte de la même façon que je l'ai vécu parce que c'était un peu fou et donc à l'époque je me suis dit tiens, ce serait sympa de lancer la formation qui est un peu différent du support du tac au tac. Donc j'ai lancé le service de formation chez Axonote. Donc je formais les utilisateurs. Donc là c'est vraiment des formations beaucoup plus établies sur 4 heures. On adapte l'outil à leur process, etc. Ce qui est marrant, c'est que ça peut durer longtemps mon histoire, mais ce qui est marrant, c'est qu'au bout de 9 mois de formation, je me suis retrouvée dans la même situation et j'ai dit voilà, maintenant j'ai formé X entreprises, ça va, je gère maintenant aussi cette partie-là. Et donc en fait, j'ai fait ça un petit peu pendant tout mon parcours chez Axonote. Au bout d'un moment, en fait, c'est aussi ma personnalité qui fait que je tourne en rond assez rapidement. La formation, au bout d'un moment, j'étais arrivée au bout aussi. Et du coup, j'ai lancé le réseau formateur. Du coup, ce sont des formateurs que j'ai formés qui sont, eux, capables de former les utilisateurs finaux. Et comme ça, il y a plein d'histoires qui m'ont fait arriver jusqu'à l'équipe partenariat et donc accompagner nos prescripteurs qui sont les experts comptables aujourd'hui. Génial. Donc, en effet, on va peut-être faire plusieurs métiers dans notre vie, mais on peut les faire dans la même boîte si on nous en donne l'opportunité. Exactement. Et alors, il y a une question quand même qui nous taraude et je vois un petit peu dans le chat qu'on en parle. Au niveau des objectifs d'équipe et individuels, comment ça se passe puisqu'il n'y a pas de manager? Qui définit les objectifs d'équipe vraiment très concrètement? Alors, au niveau des objectifs, donc en effet, on va plus avoir des objectifs collectifs qui sont définis par les fondateurs, par les Nicolas, alors qui nous expliquent exactement aussi comment sont finalement réalisés, construits ces objectifs. Alors, on est vraiment comme on disait, dans la transparence, et on va pas forcément avoir d'objectifs directement individuels. Je suis pas tout à fait d'accord sur les objectifs collectifs qui sont fixés par les Nicolas. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt fixés en fait par tout le monde. En fait, on nous dit ça c'est l'objectif global de la boîte, on veut en arriver là. Et après je sais pas si tu es d'accord, mais en fait, après on a une discussion tous ensemble et on se dit nous team partenariat pour en arriver là, voilà ce qu'on peut faire tous ensemble, tous les 5. Oui. Et puis l'équipe marketing, ils peuvent dire nous par rapport à cet objectif global de toute la boîte des 22 personnes, nous on peut faire ça.
Et donc, voilà l'objectif que nous, on se fixe. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a les Nicolas, mais en fait, je trouve que c'est plutôt en fait tout le monde qui définit les objectifs. Je sais pas si tu es d'accord. Si, c'est vrai. C'est pour ça que je disais, en fait, c'est plus les Nicolas qui présentent leur partie. En fait, chacun amène la pierre à l'édifice, et c'est pour ça que je disais, c'est tout à fait transparent parce que tout le monde construit en effet les objectifs, et on a vraiment pour aller dans la même vision. Et en effet, les objectifs, et c'est plus nous qui nous fixons des objectifs individuels. Pour justement arriver à atteindre cet objectif collectif qu'on s'est tous fixé. Ok, donc vous décidez voilà, tous ensemble de comment vous allez arriver à votre objectif. Ça ressemble un petit peu aux OKR. Enfin moi ça m'y fait penser. En tout cas, vous me parlez des Nicolas qui décident de l'objectif global. Comment ils vous le présentent? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus justement? Comment ils vous le présentent? Oui. Alors souvent, ce qui se fait, c'est qu'on fait en fait une réunion générale, donc avec tout le monde, toujours dans la transparence, et souvent, en fait, il y a une présentation, et du coup, ils nous disent, voilà, notre objectif idéal, c'est ça. Il y a trois possible. En fait, il y a trois chemins possibles. Soit on y arrive, et dans ce cas-là, c'est le premier chemin qui est symbolisé par le vert, puisque voilà, c'est vert, on continue, c'est positif. Donc ça, c'est génial si on y arrive. Si on n'y arrive pas, ce serait plutôt ce chemin-là qu'on empruntera. Donc ce sera le chemin orange. Entre tel et tel objectif, on sera plutôt dans cet aspect-là. Et dans le troisième chemin, on sera plutôt dans le rouge, on sera vraiment pas dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il n'y a pas mort d'homme, mais voilà ce que ça implique pour le futur de la société. Donc c'est vraiment quelque chose de très transparent et très visuel. Voilà. Ok. Et donc, au niveau des budgets, il vous propose un budget global. Chaque équipe dit, moi, je peux faire tant avec tant de budget, et vous arrivez à vous mettre d'accord tous en équipe sur qui a le droit à combien de budget par rapport aux objectifs. C'est ça? Oui, exactement, c'est ça. On a un budget global, et après les équipes, en fait, communiquent aussi avec les autres équipes en disant, là typiquement, nous on est la team partenariat expert comptable. Dans notre budget, il y a du coup le congrès national prochainement à Marseille en octobre. Ils comprennent très bien qu'on doit être présent au congrès national. L'équipe com ne va pas nous dire, non, nous on a besoin de ce budget-là pour faire ceci ou cela. Donc en fait, c'est une entente globale, ouais, effectivement. Ok, donc ça c'est sur la partie budget, mais dans le budget d'une boîte, il y a aussi la partie rémunération. Et comment ça se passe chez vous? Parce que je sais que dans certaines entreprises libérées, chacun choisit son salaire ou les salaires sont transparents. Chez vous, c'est comment? Alors chez nous, ça c'est pas complètement transparent, mais il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, justement, la question s'est posée, tiens, est-ce que on serait pas transparent aussi sur cette partie-là, puisqu'on l'est en fait sur tout le reste. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer un sondage auprès de tout le monde, anonyme évidemment pour mettre la pression à personne, en demandant si oui ou non ils voulaient que leur salaire soit transparent, soit communiqué à tout le monde. Il est ressorti de ce sondage que non, que la plupart des gens ne voulaient pas que leur salaire soit transparent. Donc, évidemment, ils ont respecté cette volonté-là. Et du coup, c'est pour ça que les salaires ne sont pas transparents chez nous. Évidemment, dans ce pool de sondage, tout le monde n'était pas d'accord pour ne pas communiquer les salaires. Donc, en fait, les gens qui veulent communiquer leur salaire entre eux, ils sont complètement libres de le faire et on le fait. Oui, mais d'ailleurs, dans les entreprises classiques aussi, les gens peuvent partager leur salaire. Et alors, comment vous savez qui va avoir une augmentation? Est-ce que ça se passe du coup avec les Nicolas? Pas vraiment. Enfin, oui et non. Est-ce que tu veux Oui. Je parle beaucoup. Alors en effet, au niveau des augmentations, non, c'est plus justement quelque chose finalement de collectif où on fait une réunion tous ensemble en fonction des objectifs qu'on a réussi à atteindre, qui permet justement de pouvoir bénéficier de ces augmentations. Et c'est au niveau de la répartition égale. En fait, on fait vraiment une réunion globale ensemble où on définit les augmentations globale qui est répartie de manière équitable. Oui, c'est ça. Donc, vous connaissez pas vos salaires, mais vous connaissez les augmentations de chacun. Non, on connaît pas les augmentations de chacun. Non, parce qu'en fait, elles sont vraiment réparties de manière égaux.
C'est-à-dire que ça va être vraiment la même augmentation qu'on va diviser en fonction du nombre de personnes, parce qu'en fait, on travaille tous ensemble à cet objectif qui est commun. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'équipe partenariat, on s'appuie beaucoup de l'équipe marketing, de l'équipe de développement, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des objets, c'est aussi l'objectif d'avoir un objectif commun, c'est qu'on marche tous ensemble pour le réaliser et on bénéficie de manière égaux de ces bénéfices et donc de cette augmentation. Ok. Ok, je comprends bien. Et du coup, au niveau de... Je regarde en même temps un peu les questions qui se font pour être sûr que j'oublie rien. D'ailleurs, il y avait une question de Damien qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si deux personnes veulent faire le même travail, la même chose, et qu'il y a travail pour une seule personne, qu'est-ce qui se passe? Et ça marche aussi d'ailleurs avec les questions de salaire, parce qu'en fait, quand on change de poste, on change aussi de salaire. Avec qui se passe du coup la négociation? Alors, du coup, il y a deux questions. Au niveau de la répartition du travail, si deux personnes veulent faire la même chose, je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression que c'est jamais arrivé. Oui, je pense pas que ça soit arrivé. En 4 ans et demi, c'est jamais arrivé où en fait deux personnes se sont positionnées et ont dit bah non, moi je veux faire ça full time, 100% de mon temps, je veux faire de la communication et puis voilà. Mais je pense que si ça arriverait, ce qui se passerait, c'est que juste, on discute avec les deux personnes, et on dit, à quel pourcentage, en fait, cette mission te tient à cœur? Est-ce que tu veux faire ça à 100% de ton temps? Quelles sont tes compétences aussi? Parce que si t'es dev et que tu veux te lancer à faire de la communication, bon, il y a un gap entre les deux mondes, quoi. Mais bon, enfin, je veux dire, ça n'arrive pas parce que les recrutements sont quand même basés sur les compétences. Donc, on sait qu'on a été, en fait, embauché pour pas un poste précis, c'est vrai, mais pour apporter quand même des compétences qu'on a acquis dans d'autres boulots et dans nos études aussi. Donc ouais, non, c'est jamais vraiment arrivé. Et si ça arrive aussi sur un projet qui est pas vraiment un poste, mais plutôt un projet, une mission, en fait, on travaille à deux dessus. C'est ça, ensemble. Souvent, les projets et les missions sont... Il y a assez de travail pour plusieurs personnes, pour deux personnes. Et alors justement, j'ai envie de titiller un peu ce truc-là. Si je suis chez vous, chez Axonaut, mais vous vous rendez compte au fil du temps que mes performances sont pas là, voilà, je suis en échec sur mon poste, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça veut dire quoi être en échec sur son poste, par exemple? C'est-à-dire que je suis censée mener à bien un projet, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas les résultats ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je distingue les résultats ne sont pas au rendez-vous et je me sens mal dans ce que je suis en train de faire parce que je sais pas faire. Donc, en fait, si les résultats sont pas au rendez-vous, mais que le projet a été mené au bien, on a le droit de pas réussir chez Axonaut et en fait on n'est pas poussé à ne pas réussir. Attention, on est vraiment poussé à tester des choses qui peut-être n'ont jamais été fait avant. Donc jamais en fait on va nous dire t'as testé, t'as eu le courage, la proactivité et ce dynamisme de lancer un projet, regarde, t'as pas réussi. Enfin, c'est une situation qui me semble complètement inimaginable chez Axonaut. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si l'autre chose c'est j'ai pris à cœur cette mission, je me suis vendue parce qu'en fait je pensais avoir les compétences, etc. Mais je me rends compte que en fait j'ai peut-être pas les épaules pour, j'ai peut-être pas les compétences pour, ça me met en stress, etc. Dans ce cas-là, naturellement, je pense chez nous on va en parler et on va dire en fait voilà, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide, soit je change de mission. Soit je prends une aide extérieure aussi, un freelance qui va m'aider, qui va me donner un coup de main pour avoir un point de vue différent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on est vraiment dans un objectif de, au début, comprendre avant de mettre en place des conclusions. Oui. Vraiment comprendre comment on peut évoluer ou changer de mission. Comme l'a dit et l'a témoigné finalement, on est là. Ça nous arrive de changer de mission. Ça fait 4 ans et demi qu'on est là et on a fait énormément de missions qui peuvent être même complètement différentes. C'est aussi la force de ce système-là.
Ok, merci pour les explications là-dessus. Et alors, comment ça se passe au niveau temps de travail, gestion des vacances? Est-ce que tout le monde fait ce qu'il veut? Ça se passe comment chez vous? Alors, au niveau du temps de travail, on n'a pas d'horaire fixe directement où on doit absolument arriver à 9 heures et partir à 17 heures ou plus tard. C'est-à-dire que chacun gère son travail et ses horaires de manière autonome. On garde quand même une plage horaire fixe pour si on a besoin de faire des réunions, faire des points ou discuter de telle ou telle chose de manière orale. Finalement, c'est là où c'est important. Oui. C'est pour ça qu'on a quand même conservé des horaires où tout le monde est présent. Parce que si on aurait tous des horaires complètement déclarés, ce serait plus dur de communiquer. Et on se verrait jamais aussi. Voilà, et ce qui est dommage aussi. Parce que c'est une des forces aussi d'Axonote, c'est quand même la cohésion de tout le monde. On peut peut-être préciser quelles sont ces plages d'horaires-là. Oui, c'est 10h midi et 14h, 16h, c'est ça. 14h, 16h. Ensuite, après, voilà, en termes de vacances, il n'y a pas aussi alors bien sûr, on a la partie son solde de vacances, mais on n'a pas de planning où on doit vraiment faire en fonction de telle ou telle personne. C'est aussi assez autonome chez nous, on sait très bien que par exemple pendant pendant le congrès national, on est 5 personnes à s'occuper des experts comptables. Voilà. On va pas aller poser une semaine en fait en plein congrès. C'est aussi un petit peu du bon sens de notre côté, mais je pense comme ailleurs. Enfin, on a une autonomie, une liberté vraiment extrême. On peut poser des congés quand on veut, mais en fait, la confiance qu'ils nous font, on la reflète aussi dans nos actions. En fait, c'est en fait, je pense aussi, c'est le fait de tellement on nous implique dans la conception de la mission en termes objectifs, les types de missions, forcément, ça, comme le disait Ornella, il y a du bon sens où on ne va pas prendre des vacances, alors qu'on sait que c'est une période stratégique pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble. Forcément. C'est ça, donc finalement du management par le contexte. J'aime bien le livre La règle pas de règle de Netflix où il parle justement de ça. Et en fait, demain, si quelqu'un dans la team partenariat se dit je prends mes congés sur le congrès, c'est peut-être que cette personne-là, elle n'a pas compris le fonctionnement et en fait, faut rappeler un peu le fonctionnement par le management, par le contexte. Mais aussi peut-être qu'il y a des personnes pour qui tout simplement ce modèle il convient pas. Ça arrive. Oui, en effet, ça arrive que ce modèle d'autonomie, il y a des personnes qui préfèrent vraiment avoir un cadre, être fixées sur des missions et avancer sur ces missions. Donc, on le comprend aussi tout à fait. Donc, il y a des personnes forcément que ça convient pas. Oui, c'est déjà arrivé chez nous aussi, effectivement, où il y a eu des misfits de recrutement où ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait dit en discutant un petit peu. Trop de liberté fait peur aussi. En fait, on arrive comme ça, on nous donne plein de responsabilités, une autonomie complète, et en fait, ça peut être complètement déroutant de se dire, mais attends, il y a aussi, il y a un terme à la mode là qui est de pas croire en ses capacités, se sentir illégitime. Je pense que ça peut. Le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Ça peut peut-être arriver rapidement. En tout cas, voilà, c'est arrivé que ça n'est pas fité et c'est pas dramatique. On peut aussi, voilà, se séparer pour le mieux de cette personne et aussi pour la boîte. Ok, génial. Bon, de toute façon, je savais qu'on était un petit peu ambitieux en pensant qu'on pouvait finir à 12h15, parce qu'il y a plein de sujets à organiser, mais en tout cas, ceux qui doivent nous quitter maintenant, on comprend tout à fait et vous pourrez retrouver le replay. Mais en attendant, il y a plein de questions dans le chat, donc je vais vous les poser pour qu'on puisse y répondre. Il y a notamment une question, comment ça se passe pour les heures supplémentaires? Est-ce que vous avez des contrats à 35 heures? Non, effectivement, nous, on a des contrats cadre, c'est ça. Ouais, cadre à 39 heures par semaine. On a du coup un RTT une semaine sur 2. Donc toutes les 2 semaines, on a un vendredi pendant lequel on travaille pas. On se gère complètement les horaires. On sait très bien que par exemple, si aujourd'hui je fais 2 heures de plus, je peux la semaine prochaine faire 2 heures de moins ou le lendemain. Mais c'est pas du tout, on ne pointe pas, c'est complètement la confiance. Ok, oui, parce que vous avez parlé des horaires, des plages horaires où il faut être là, mais demain je décide de partir à 14h30. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe rien. Il se passe rien. C'est vraiment ce climat de confiance. On sait que si la personne part à 14h30, elle rattrapera ses heures sur la semaine prochaine ou les jours qui suivent. Donc il y a vraiment ce climat de confiance. Oui. On va pas pointer ou faire une remarque parce que la personne est partie plus tôt. Puis il y a une question de dosage aussi. En fait, c'est jamais dit, c'est jamais écrit quelque part, mais on sait très bien que par contre, si tu pars tous les jours à 14h30 pendant un an, bon là, peut-être qu'on va quand même venir te faire une remarque. Après voilà, c'est au niveau aussi du travail. Quand même, voilà, au niveau du travail, si on part tous les jours à 14h30, c'est peut-être un peu compliqué d'atteindre ces objectifs. C'est ça. Oui, je comprends. Bah, toujours une fois, enfin c'est le contexte. Il y a Megan qui demande: l'entreprise libérée réduit-elle les tensions actuelles sur le recrutement? Est-ce que ça fait plus d'attractivité? Moi, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Après, oui, enfin, je sais quand on poste des offres d'emploi, on a énormément de candidats et ils sont très attirés par cette partie-là. Bien enfin, à mon sens, on le met pas tant en avant que ça parce qu'il faut pas non plus, venir pour ça. Mais je pense que oui, ça aide énormément de se projeter. Ah, mais si, il y a un truc rigolo sur ça, c'est que un autre Nicolas, quand il a été embauché, en fait, il nous racontait une fois qu'il était embauché que ce qu'il a vraiment rassuré, il est venu à l'entretien dans les locaux pendant l'heure de déj et en fait du coup on est 22 donc on a une très grande table et il a dit mais il y avait une vie, il y avait un dynamisme, les gens ils rigolaient fort, enfin ça l'a complètement rassuré en fait de se projeter dans une boîte comme ça. Voilà, donc il a vu ça et ça l'a complètement confronté dans le fait d'accepter ce poste-là. Génial. Et il y avait une question au début de Quentin: est-ce que tout le monde est en présentiel? Alors non, pas forcément. Au niveau de la partie télétravail, c'est aussi pareil que pour les horaires, c'est aussi assez autonome. Oui. La personne en semaine peut être tout à fait en télétravail 2 jours ou plus dans la semaine. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a plus de télétravail, moins de télétravail sur des réunions qu'on fait, notamment la semaine par exemple. Oui. Qui est voilà la présentation un peu de tout ce qu'on a fait. C'est là où normalement les personnes sont en présentiel, mais ça arrive qu'ils sont aussi en télétravail et ça forcément, c'est pas forcément gênant. Ouais, on a un point hebdomadaire en fait avec toute l'équipe où là on aime bien qu'il y ait tout le monde. C'est le lundi après-midi. Voilà, comme ça on partage tout. Et c'est vrai que c'est plus sympa quand il y a tout le monde pour discuter. Il y a des choses parfois qui émergent et c'est toujours bien d'avoir tout le monde dans la même pièce pour en parler. Au niveau du télétravail, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on peut en faire depuis n'importe où. Tant qu'il y a une bonne connexion Internet, nous, on peut faire du télétravail depuis d'autres pays aussi, par exemple. C'est ça. Ok, et parce que vous dites, la question, je pense, c'était: est-ce qu'il y a des gens en 100% télétravail? Non. Non, 100% télétravail, non. Actuellement. Et si je pars 3 mois en Australie, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait possible. C'est possible, ok. Oui, tout à fait. C'est complètement possible. On a eu des cas, effectivement, il y a eu Valentin qui est parti au Canada pendant 1 an. Donc en fait, pendant 1 an, du coup, on s'est adapté. On savait que Valentin était à distance et donc voilà, à chaque fois qu'on avait un point où Valentin, un collègue du coup de la team partenariat, était impliqué, c'était toujours sur Google Meet. Pareil, il y a eu Baptiste qui est parti en Nouvelle-Zélande et du coup voilà, on s'est adapté aussi. Ok, génial. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde quand même. Et globalement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. De toute façon, c'est des discussions qu'on pourrait avoir pendant des heures, évidemment. C'est clair. Mais je pense que ce qu'il faut partager, c'est qu'il n'y a peut-être pas un seul modèle. L'idée, c'est de trouver le modèle qui va bien à l'entreprise finalement et où les collaborateurs se sentent bien. Je fais un petit teasing pour Judy de notre équipe qui a interviewé justement un de Nicolas pour le podcast Génération Comptable. Je sais qu'il sort en avril et ça va être hyper intéressant, donc n'hésitez pas à suivre Génération Comptable pour écouter l'épisode. Ornella, Bastien, est-ce qu'il y avait un dernier mot que vous vouliez partager ou un conseil que vous pourriez donner pour une entreprise qui a envie de se lancer justement dans les principes de l'entreprise libérée?
Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de faire ça étape par étape, de pas vouloir passer d'une entreprise libérée du jour au lendemain. Et aussi, je pense que ce qui est très important, c'est d'impliquer toutes les personnes de l'entreprise, de sonder si elles seraient intéressées par ce modèle, parce que comme on l'a relevé, des gens qui sont pas forcément attirés. Ouais. Donc je pense que c'est très important d'en discuter avec toutes les personnes de l'équipe et comment ensemble, c'est vraiment finalement ça le principal avantage de l'entreprise libérée, c'est ensemble comment on peut arriver à ce système-là et améliorer les différents process. Oui, c'est ça. Et puis pour compléter un petit peu ce que tu dis aussi, c'est il suffit pas de mettre un baby-foot et de dire bon ben voilà, le télétravail c'est le fameux syndrome du baby-foot. C'est ça. En fait c'est vraiment une espèce de philosophie, il faut croire, je pense, il faut croire presque je vais pas faire de la philosophie ou de la psychologie de comptoir, mais il faut croire aux humains et leur faire confiance. Si au fond c'est pas le cas, je pense que ça se sent en fait et que ça marche pas. Ça marche pas si on fait pas confiance à ces collabs ou à cette méthode, mais qu'on essaye de mettre en place des choses un peu placebo pour dire on est cool, voilà, tu peux faire du ping-pong. Ça, je pense que ça se sent. Donc voilà, je sais pas si c'est un conseil, mais je pense qu'en tout cas, vraiment, voilà, votre engagement et la façon dont vous parlez d'Axonote, vous avez l'air quand même de beaucoup vous y épanouir. Les résultats de l'entreprise en plus sont là, c'est une entreprise qui est en croissance, donc comme quoi ça prouve que le modèle il est viable. J'avais amené aussi pour ceux qui nous regardent, si vous voulez lire Reinventing Organizations. Alors je sais que le nom est en anglais, mais en fait à l'intérieur, c'est en français et il y a plein de dessins, c'est vraiment sympa. Ça se lit en un dimanche. Dedans, vous avez plein de réponses sur comment mettre en place concrètement tout ça parce qu'on n'a pas pu évoquer tous les sujets. Et donc, je sais que quand on en avait discuté avec Ornella et Bastien, il y avait plein de choses qui s'y retrouvaient quand même. Tout à fait, complètement. Ça va être le moment de conclure. Merci à toutes et tous d'avoir participé au webinaire. C'était vraiment un plaisir. Et puis pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous parler de vos ressentis sur le sujet. À bientôt. Merci beaucoup Audrey. Merci Audrey. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.